tout le monde. On va laisser les gens qui sont allés chercher un bon café revenir tranquillement. Je vais prendre quelques minutes pour me présenter. Je suis Cécile Anizensline, je suis professeure à la faculté de médecine vétérinaire à l'Université de Montréal. Donc, médecine vétérinaire, qui n'est pas une discipline qu'on pourrait naturellement, si je puis dire, associer à la santé urbaine, mais au contraire de ma présence ici démontre vraiment une volonté de l'Université de Montréal là, de travailler en interdisciplinarité sur ces problématiques. Puis, on est plusieurs à la faculté de médecine vétérinaire à s'intéresser à des enjeux de santé urbaine, surtout ce qui touche à des maladies émergentes, par exemple, le changement climatique, à tout ce qui touche aussi à l'insécurité alimentaire, aux enjeux de santé liés à l'agriculture urbaine. Donc, bien contente d'être avec vous aujourd'hui pour animer ce panel. Donc, avant de commencer, je vais vous rappeler un peu les objectifs du panel aujourd'hui. Donc, il y en aura deux principaux. Donc, premièrement, on va faire un premier tour de table. On va inviter nos invités aujourd'hui à s'exprimer sur la cartographie des enjeux de santé urbaine qui vous a été présentée un peu plus tôt ce matin. Et puis, de nous rappeler les priorités de leur organisation. Donc, ils représentent une diversité d'organisations. Vous allez en entendre un peu plus juste après. Puis le deuxième tour de table, on parlera plutôt des défis et des opportunités qui sont créés par la possibilité de renforcer ces maillages entre la recherche et la pratique. Donc, le milieu académique, le milieu de la pratique également. Et puis, si c'est que des défis, peut-être on pourrait envisager quelques solutions aussi pour favoriser ce travail en partenariat, collaboration. Donc, pour aborder ces deux grands sujets-là, on a la chance d'accueillir 5 personnes. Madame Manaille ne pourra pas être avec nous finalement aujourd'hui. Donc, on a 5 personnes qui représentent des organisations différentes qui sont toutes directement touchées par les enjeux de santé urbaine. Donc, je vais vous les présenter dans l'ordre où elles vont interagir. Donc, d'abord, on a Madame Véronique Fournier, qui est directrice du Centre d'écologie urbaine de Montréal depuis 2014. Elle agit pour des villes écologiques, démocratiques et en santé en misant sur la participation citoyenne aux enjeux et décisions urbaines. Elle a été conseillère de ville de 2009 à 2013 à Montréal. Elle a présidé le comité consultatif d'urbanisme du Sud-Ouest et a assumé de nombreuses fonctions au niveau montréalais. Elle est formée en organisation communautaire, elle est titulaire d'une maîtrise en travail social et d'un diplôme en management public. Bienvenue. Merci, bonjour. On aura ensuite M. Jonathan Roy, qui est directeur de la Corporation de développement communautaire de la Pointe, région Est de Montréal. Il détient un baccalauréat en loisirs, culture et tourisme à l'UQTR. Il a œuvré depuis dans le monde politique, associatif, loisirs plein air depuis plus de 8 ans maintenant à la CDC de la Pointe. Donc, il a d'abord occupé un poste de rôle d'agent de développement des saines habitudes de vie avant d'entreprendre un processus de formation pour la relève de la direction générale qu'il exerce maintenant depuis plus de 4 ans. Bienvenue aussi. On aura ensuite Mme Christiane Thibault, qui est directrice scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Mme Thibault, elle est titulaire d'une maîtrise en santé environnementale et santé au travail de l'Université de Montréal. Elle œuvre dans le milieu de la santé publique depuis 1988 et elle s'est jointe à l'INSPQ en 2010. Donc, elle est présentement la directrice scientifique de la direction de la santé environnementale et de la toxicologie. Sa direction offre de l'expertise dans le domaine de l'analyse toxicologique, de l'évaluation de l'exposition aux risques chimiques, biologiques et radiologiste. On aura ensuite Mme Isabelle Boucher, qui est directrice générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Elle est détentrice d'une double maîtrise en architecture et en aménagement du territoire et développement régional de l'Université Laval. Donc, elle est membre de l'Ordre des urbanismes du Québec et elle a d'abord travaillé dans le privé à Québec et à Paris avant de joindre le ministère en 2002. Bienvenue. Et on aura encore une fois Mme Liette Bernier qui réagira également à la cartographie. Donc, je ne la représenterai pas. On l'a bien présentée ce matin. Donc, bienvenue à vous toutes et tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je vous rappelle le fonctionnement pour la table ronde. Donc, pour le premier tour, vous avez environ 5 minutes. Il y a Juan ici qui va vous rappeler le temps. Donc, vous pouvez prendre ces 5 minutes pour nous présenter très brièvement l'organisation que vous représentez ce matin, puis pour vous exprimer sur les questions suivantes. Donc, d'une part, est-ce que les enjeux prioritaires qui vous ont été présentés dans la cartographie
ce matin vous semble cohérent avec les priorités de votre organisation? Est-ce qu'il vous semble qu'il manque des éléments importants pour votre organisation? Et nous parler de vos priorités, donc vos principales priorités en lien avec ceci. Donc, on a, pour ceux qui sont en ligne et dans la salle, de rappeler les grands enjeux prioritaires qui sont sortis ce matin. Ils sont présentés à l'écran. Donc, on va commencer avec Madame Fournier, qui va s'exprimer sur ces deux questions. Merci. Bonjour tout le monde en présence et en ligne. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour le Centre d'écologie urbaine. Le Centre d'écologie urbaine, on souligne 25 ans cette année d'action pour des villes écologiques, démocratiques et en santé. Et au départ, finalement, quand on parle, nous, de santé urbaine, ça nous rejoint énormément parce que c'est au cœur de notre mission. Le postulat de base de l'organisation, c'est que on a pratiquement 80% de la population canadienne qui habite en milieu urbanisé. Et on l'a vu ce matin avec la présentation, depuis des décennies, finalement, l'urbanisation, c'est souvent fait au détriment des conditions environnementales, puis également des conditions de vie de l'être humain. Et l'idée avec l'écologie urbaine, visiblement, c'est de recréer des environnements qui sont résilients, qui sont en santé, qui sont durables, qui sont capables de se régénérer sur le long terme. Et dans cette idée, le Centre d'écologie met de l'avant qu'il faut aménager la ville par et pour l'être humain, donc les personnes qui y vivent, parce que finalement, notre environnement urbain, c'est notre principal lieu d'interaction avec notre environnement comme être humain, d'où l'importance d'en faire un espace en santé écologique et surtout démocratique, donc où les communautés ont l'occasion d'être partie prenante à la fois des décisions urbaines, mais également d'être reconnus dans leurs besoins lorsqu'on parle des différents usagers de la ville, plus vulnérables, enfants, aînés, etc. Donc, quand on regarde la carte conceptuelle, pour moi, ça reflète vraiment des préoccupations qui sont au cœur des actions. Le Centre d'écologie urbaine de Montréal agit à l'échelle des quartiers, mais non seulement à Montréal, mais ailleurs au Québec aussi. Donc, c'est aussi des enjeux, je crois, qu'on voit apparaître dans des milieux urbanisés. Moi, ça m'a amené quand même quelques questions qui pourront peut-être être au cœur change. Et lorsqu'on parle de la question d'urbanité et lorsqu'il y avait, par exemple, la liste des questions, on semble beaucoup prendre un a priori qu'on parle des quartiers centraux ou de la ville très dense. Mais quand on regarde l'urbanisation avec la première carte, par exemple, de la région métropolitaine, comment cette urbanité-là aussi se transpose dans d'autres secteurs qui ne sont pas que les secteurs centraux. Et pour moi, là, il y a un grand défi de santé urbaine, notamment si on juxtapose à ça des enjeux, par exemple, d'habitation, des enjeux de précarité économique. On voit que ces phénomènes-là sont de plus en plus présents dans d'autres couronnes avec pas nécessairement le même réseau intersectoriel ou de structure, si on peut dire, d'organisation locale. Donc, pour moi, ça pose la question de la santé urbaine. Sur quelle échelle territoriale on la regarde autour de ça? Et il y a des défis qui sont majeurs sur la question de l'environnement urbain. Si on se réfère à la première image avec les cercles concentriques lorsqu'on parle de la santé ou de la Charte d'Ottawa, de l'environnement bâti, on parle des enjeux de mobilité, d'infrastructure, comment tout ça vient influencer la santé urbaine dans les cercles métropolitains, disons. Pour moi, là, il y a un enjeu important qu'on voit peut-être un peu moins apparaître dans la carte, mais qui pose la question. C'est quoi la lunette urbaine avec laquelle on regarde la santé? Et peut-être d'autres éléments qui mènent une certaine réflexion aussi, c'est qu'on voit souvent la tendance à distancier l'engagement citoyen des rôles et responsabilités des modèles de gouvernance. On peut le comprendre dans les éléments qui étaient présentés suite au colloque de la journée urbaine où on parle souvent de l'engagement citoyen dans le rapport de soins ou le rapport de santé, mais le citoyen a aussi un rapport politique à la ville, un rapport de structure de gouvernance, un rapport d'implication. Et quand on parle de ville, par exemple, sur les temps longs de l'aménagement urbain, par exemple, ça, ce n'est pas des projets qui se font en quelques mois, si on veut que l'engagement citoyen devienne un apport collectif, à mon sens, il y a aussi des ponts à faire entre les modèles de gouvernance et créer des infrastructures qui permettent un engagement de la société civile et des citoyens à moyen long terme. Donc, moi, il y a des éléments qui sont fort intéressants, mais qui ont des maillages à faire à ce niveau-là. Et je vois le temps qui file, mais je pense qu'un élément intéressant de la cartographie aussi, c'est le pont avec l'international. Et comme organisme de la société civile,
on essaie, et nous, ça a été très porteur d'avoir des collaborations à l'international avec d'autres organisations de la société civile ou d'autres gouvernements en termes de pratique, d'innovation, de recherche. Et souvent, comme au BNL, on n'a pas tout le temps cette capacité-là d'être à l'international. Et pour moi, il y a peut-être un lien aussi de dire comment on crée ces ponts-là, non seulement recherche université à université, mais aussi société civile avec d'autres acteurs aussi de la société civile et qu'on peut être soutenu aussi pour le faire et participer à ces réflexions-là qui sont fort porteuses pour les pratiques ici. Merci. Merci beaucoup pour ces super interventions. L'engagement des citoyens vraiment au cœur revient beaucoup, est revenu aussi dans la présentation de Mme Liette Bernier tout à l'heure, donc on y reviendra. On va passer à l'intervention de M. Jonathan Roy maintenant. Bonjour tout le monde, c'est pour moi un honneur de parler des tables de quartier et des CDC à Montréal. En fait, c'est ça, dans le fond, la Corporation de développement communautaire regroupe l'ensemble des organismes communautaires d'un milieu, d'un territoire, dont dans mon cas, c'est Pointe-aux-Trembles et la ville de Montréal-Est, donc le secteur des raffineries dans l'est de Montréal. Donc, évidemment, l'enjeu pour nous de santé urbaine est au cœur de notre implication parce que avec les axes routiers des autoroutiers, en fait, de la 25 et de la 40, de l'historique au niveau de l'industrie lourde, bien évidemment, là, on a des statistiques de santé qui sont très dommageable, en fait, là, dans nos lectures et dans nos portraits. Donc, évidemment que ça oriente beaucoup le travail et la lecture qu'on fait dans nos quartiers. Donc, le CDC regroupe les organismes communautaires. Dans le fond, le but, c'est vraiment d'impliquer les organismes dans l'implication du développement socio-économique. Donc, la pression sur le développement est forte et est active. Donc, on essaie vraiment d'amener le milieu communautaire, le milieu des citoyens aussi à s'impliquer pour que ces développements-là répondent à leurs besoins et pour répondre évidemment aussi aux différents enjeux d'accessibilité, de transport, de logement, d'accès à la nourriture et tout ça. Donc, puis évidemment, dans les quartiers, c'est drôle parce que j'ai fait un peu tout le processus. On a été beaucoup impliqués dans tout ce qui était saines habitudes de vie là, dans les dernières années. Donc, on parle de début 2000 jusqu'à 2017-2018 avec le fameux projet là, Québec en forme et tout ça. Donc, on a grandement mobilisé plusieurs territoires à l'ensemble, à la grandeur de la province, puis notamment beaucoup dans les quartiers à Montréal au niveau des saines habitudes de vie. Puis ça a amené beaucoup de changements dans le discours, dans l'appropriation de ces éléments-là au niveau de la santé physique, de l'accès à l'alimentation saine. Donc, ça a vraiment aidé après ça à avoir des gens dans les villes, notamment, à avoir des super collaborations avec les gens du SUS, de la santé, pour travailler vraiment sur tout ce qui est santé, saines habitudes de vie dans les milieux. Donc, puis évidemment aussi, les CDC, on est 67 CDC au Québec, on en a 9 à Montréal, mais aussi on a tout le volet table de quartier dont on est mandataire. Donc, il y a 31 tables de quartier à la grandeur de l'île de Montréal. Et nous, on porte un peu les deux mandats. Donc, évidemment, de tout ce qui est table de quartier, c'est le développement social. Donc, c'est vraiment l'animation intersectorielle, multiréseau. Donc, l'ensemble des partenaires institutionnels, privés, citoyens, communautaires, à travailler sur des enjeux de développement social. Par rapport un peu à ce qui a été présenté ce matin là, à la cartographie, tu sais, j'ai pas en fait, ce qui m'a frappé, c'est que les questions qu'on a mis en évidence, c'est des questions qu'on se pose, nous, au quotidien. C'est avec ça qu'on travaille, c'est avec beaucoup ces questions-là. Évidemment, on est réseauté aussi avec les autres quartiers. On a nos spécificités de territoire. C'est surtout ça qui est important parce que les tables de quartier, on est maintenant les seules organisations très proches des gens, ancrées dans les territoires au niveau de la vie naturelle des gens. Donc, parce que les arrondissements, c'est des structures administratives qui ne sont pas nécessairement naturelles. Les CIUS, vous savez comment c'est rendu gros des CIUS, là, c'est immense. Évidemment, dans l'est de Montréal, c'est le plus gros CIUS en termes de population. C'est 10 quartiers. Les individus à l'intérieur des institutions ont la volonté de travailler proche avec les gens, mais notre rôle est encore plus important qu'avant parce qu'on est vraiment au cœur des priorités des quartiers. Donc, on a lutté beaucoup pour avoir des données statistiques par quartier. On n'avait même pas ça avant. Il fallait
fallait aller chercher puis demander beaucoup ça. Fait que c'est un enjeu qu'on a. Juste avoir accès aux données, juste avoir accès aux connaissances, c'est un enjeu au quotidien pour nous parce qu'on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas le temps de lire. Oui, des fois, on a des collègues qui vont travailler sur des aspects de recherche. On a créé de la recherche, c'est un de nos volets à la CDC. On a 10 volets. À la CDC, concertation, information, formation, soutien, etc., dont évidemment aussi un volet recherche. Donc, on contribue à différents projets de recherche. On a certains liens avec le milieu de la recherche, mais évidemment, on est au balbutiement de ce qui est possible. Puis, ce qui m'intéresse beaucoup dans la cartographie aujourd'hui, ce qui m'a frappé, c'est qu'on est en droite ligne, on se rejoint. Il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire puis de réaliser. Donc, on est tout oui aux poursuites de l'événement d'aujourd'hui, évidemment. Puis je pense que peut-être un souhait que j'aimerais, c'est vraiment, dans toutes les réflexions en amont d'idéation, d'impliquer vraiment les gens dans les quartiers pour peut-être ajouter une couche d'analyse aussi aux étapes où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Donc, je vois que le temps est terminé, ça va vite. On aurait plein de choses à dire, on se reprendra tantôt. Oui, c'est ça, vous continuerez cet après-midi. Je trouve ça déjà intéressant dans vos deux interventions. Une chose que je trouve qui ressort, c'est peut-être qu'il n'y a pas une ville, mais une diversité d'urbanisation, d'urbanité. Et vous avez parlé de la spécificité aussi des quartiers, des territoires. Donc, il faut réfléchir des interventions adaptées à la spécificité de ces différents endroits. C'est vraiment au cœur de notre implication. Évidemment, il y a des grandes thématiques qui se rejoignent, là, mais elles ne se travaillent pas de la même façon, évidemment, dans un quartier. Oui, donc à garder en tête dans les solutions et projets potentiels qui vont être amenés là, cet après-midi. Merci beaucoup. On va passer à Mme Christiane Thibault maintenant. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis assez fébrile de revenir à l'Université de Montréal. Ça fait un petit bout de temps que je suis venue sur mes bancs d'école. L'Institut national de santé publique, c'est un centre de référence et d'expertise en santé publique dont le mandat est vraiment d'amener la science aux décideurs, au ministre de la Santé, au ministère de la Santé, aux directions de santé publique. Donc, évidemment, vous avez entendu parler de l'Institut depuis les 20 derniers mois, mais on est plus que la COVID, on fait beaucoup de choses, beaucoup d'experts. Le travail ou les priorités qu'on a ciblées, c'est un travail multidisciplinaire un peu à la lumière ici là, de gens de différents horizons. Et puis, je voudrais réagir à la cartographie. Évidemment, ça nous parle beaucoup d'éléments. Moi aussi, j'ai oublié mes lunettes. Mais la diversité et l'équité, évidemment, c'est des éléments qui sont très importants pour notre organisation. Les stratégies de recherche, l'accès aux données, vous en avez mentionné, M. Jonathan, ici, ça a été mentionné aussi par mon équipe. Comment aborder les changements climatique, évidemment. Donc, si vous me permettez, je vais vous donner un peu les quelques priorités qu'on s'est dotées. Il y en a 5. Puis, évidemment, c'est des priorités qu'on juge importantes où il y a vraiment un gain de santé. Ça va aussi faire écho à ce que Dr. Mylène Drouin a aussi mentionné. Alors, on le sait, on le vit, le développement rapide urbain, l'embourgeoisement va amener des enjeux d'équité socio-spatiale, notamment dans l'accès à des logements de qualité et abordables, à des espaces aussi publics de qualité. Donc, ce qu'on dit, ce serait de se concentrer sur ces zones de développement rapide urbain où les inégalités sociales de santé seront les plus importantes. Donc, il faudra s'assurer, que ce soit dans nos recherches, dans nos politiques publiques, d'augmenter l'accès à des logements de qualité abordables pour les populations vulnérables à la pauvreté. On pense ici aux individus qui sont issus de l'immigration récente ou passée, les familles monoparentales, les aînés, les personnes sans emploi ou celles qui ont des incapacités. Il faudra aussi revoir ou penser ou mettre l'accent sur la conception et le réaménagement universellement accessible pour tous des rues, des parcs, des espaces verts, des bâtiments. On le sait, vous le savez, l'accessibilité est déterminante de la mobilité, de la santé physique, de la sécurité et la participation sociale. Vous l'avez mentionné aussi, s'assurer d'un accès à l'alimentation saine et abordable, c'est un enjeu qui sera important à prévoir lorsqu'il y aura du développement rapide urbain, où on voudra avoir une mixité dans nos communautés et évidemment de limiter le conflit d'usage pour diminuer les risques d'exposition. Hein, on le voit, plus on développe rapidement, on est aux abords des axes routiers denses, des industries. Donc, ça serait vraiment de s'assurer de ça. Donc, ça, c'est une des premières priorités. Comme deuxième priorité, ça a été mentionné ce matin, je pense, par nos présentateurs, c'est de mettre un frein à l'étalement urbain et à la dépendance à l'automobile par la mise en place d'infrastructures de mobilité durable et de créer des milieux de vie complets.
Donc, on le sait, c'est de trouver une synergie entre la mobilité, je pense que Dr. Kaizen l'a mentionné, mobilité, synergie, mobilité, aménagement du territoire, favoriser l'usage des modes de transport actifs et collectifs par des aménagements plus denses, à l'échelle humaine, un peu plus humainement possible, compacts et qui favorisent l'accès aux biens. Les changements climatiques, évidemment, on le sait, des impacts à la santé, maladies cardiovasculaires, respiratoires, maladies infectieuses, les allergies, insécurité alimentaire. Donc, il faudra vraiment miser pour étudier ou s'assurer de créer des milieux urbains résilients au changement climatique et surtout lutter contre les îlots de chaleur. On les connaît, il y a des mesures de verdissement qui sont reconnues. Ça sera de voir à faire de l'établissement de zones à risque, d'établir des systèmes d'alerte précoce, évidemment planification territoriale intégrée climatique, il faudra y réfléchir, adopter des pratiques d'aménagement, d'architecture aussi qui limitent le développement des vecteurs de maladies infectieuses comme les tiques et les moustiques. Je vous regarde dans votre domaine, et aussi de favoriser la pratique associée à l'architecture bioclimatique. On me disait qu'il y a vraiment des sciences qui permettent de voir le confort et l'énergie, les matériaux, l'efficacité de l'énergie, l'efficacité énergétique des matériaux. Donc, ce serait vraiment de mettre ensemble l'ensemble des sciences qui nous permettraient d'avoir l'atteinte de nos objectifs pour la santé populationnelle. Un autre point qui a été soulevé par mes experts, ce serait de s'assurer de protéger les territoires agricoles en zone périurbaine, évidemment. Et puis, il y a d'autres individus à risque d'exclusion sociale qui sont trop souvent laissés pour compte. On pense aux gens qui vivent dans les espaces publics, les travailleuses du sexe, les personnes en situation d'itinérance, les usagers de drogue. Donc, c'est sûr que l'approche de réduction des méfaits permet la création d'espaces où les gens pourraient être en sécurité et avoir accès à des services. Donc, comme dernière et assez importante priorité, ce serait de favoriser l'intégration de l'approche de réduction des méfaits dans la pratique urbanistique et communautaire. Donc, voilà, voici un peu ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Merci, c'était très exhaustif, un plan ambitieux. Il y a des priorités ambitieuses que je trouve, somme toute, très cohérentes avec ce qui a été discuté ce matin avec notre cartographie. Donc, merci. J'espère que tout le monde a pris des notes pour poursuivre les discussions autour de ces enjeux cet après-midi. On va passer maintenant à Mme Isabelle Boucher, juste à ma gauche. Bonjour, merci de l'invitation. Je représente le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ministère dont le mandat principal est de soutenir, encadrer les municipalités du Québec, les 1100 quelques municipalités, donc toute une diversité de milieux partant de plus petites municipalités jusqu'à Montréal. L'action des municipalités, si par le passé, elle s'inscrivait de manière très circonscrite dans des compétences bien circonscrite, justement, déneigement, entretien des routes et tout. Aujourd'hui, leur champ d'action est beaucoup plus vaste. Plusieurs ont des préoccupations liées à la santé publique, à l'itinérance, à l'accès à l'alimentation, par exemple. Dans cette perspective-là, pour ma part, je travaille en aménagement et en urbanisme, donc on a j'ai identifié 3 types d'enjeux qui ont des impacts sur la santé publique et en aménagement du territoire et qui ont été mentionnés dans la cartographie ce matin. Changement climatique d'abord, tout ce qui a trait aux émissions de GES, aux îlots de chaleur, aux inondations, qui ont des impacts sur la santé, sur la sécurité des gens et pour lesquels il y a des réponses qui se trouvent dans l'aménagement du territoire. Contraintes anthropiques, des problèmes de poussière, de bruit, de matières dangereuses qui ont des impacts aussi sur la santé des gens et qui peuvent trouver réponse en aménagement du territoire, mais pour lesquels on a besoin de recherche. Puis le troisième type d'enjeu, c'est vraiment l'environnement bâti. Ça aussi, on en parle depuis ce matin. On a des modèles d'aménagement qui peuvent ne pas nécessairement être bénéfiques pour la santé sous certains aspects.
on s'éparpille beaucoup sur le territoire au Québec, de sorte que la voiture est souvent essentielle, peut-être moins à Montréal dans des quartiers centraux, mais à l'extérieur, c'est une réalité quotidienne. Ce modèle d'aménagement-là a des impacts environnementaux, économiques, sociaux, mais beaucoup d'impacts sur la santé des gens aussi qui l'habitent. C'est du temps passé en voiture, du temps qu'on n'utilise pas à faire autre chose. On produit des GES, on altère la qualité de l'air, bon, etc. Nous, notre principal levier pour agir sur ces éléments-là, ce sont les orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui sont prévues par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et qui prennent effet véritablement sur le territoire par le jeu de poupées russes là, qui est prévu par la loi. Donc, on a des orientations qui doivent se transposer dans les schémas des MRC et éventuellement dans la réglementation d'urbanisme des municipalités. Donc, quand le citoyen va chercher son permis, c'est là où vraiment il y a un lien avec les orientations en aménagement du territoire. Or, nos orientations datent de 1994 et on espère bien pouvoir les renouveler là, à brève échéance. Ça fait partie des travaux qu'on mène à l'heure actuelle sur la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, qui est le chantier prioritaire là, du ministère en ce moment. Dans ce contexte-là, en fait, la ministre des Affaires municipales a annoncé là, en janvier dernier une grande conversation en aménagement du territoire, conversation qui nous a amené à mettre sur pied un comité consultatif, un comité d'experts dont fait partie Juan, qui nous a amené à consulter les Premières Nations, les Inuits, les élus de toutes les régions du Québec. On a fait une consultation web, on a rencontré 80 groupes de la société civile et tous ces consultations-là ont identifié toute une panoplie d'enjeux liés à l'aménagement du territoire, mais dont plusieurs touchent la santé urbaine. Je pense par exemple à l'accès à l'alimentation. Je fais le lien aussi avec la protection des terres agricoles dont parlait Christiane tantôt. L'accès aux espaces verts, l'accès à du transport actif, du transport collectif, des habitations abordables aussi. Donc, ce sont quelques-uns des éléments qui sont ressortis là, à travers ces consultations-là. Il y a un document de consultation qui a été publié en juin dernier qui contenait 11 orientations, dont une sur des milieux de vie complets, qui est celle qui se rattache le plus, à mon avis, à cette notion-là de santé urbaine. La publication de la politique là, est prévue en avril prochain. Cette politique-là, c'est pas en avril, mais au printemps. Là, la date n'est pas fixée. Cette politique-là, c'est un de nos chantiers qui nous permet de toucher l'aménagement, la santé urbaine, pardon, mais on a d'autres travaux en parallèle aussi. Je pense à notre implication dans la politique gouvernementale en santé du ministère de la Santé, aux travaux pour lesquels on est collaborateur aussi qui portent sur le bruit. Donc, c'est différents thèmes là, qui sont liés à la santé urbaine, à l'aménagement et qui recoupent là, certaines des priorités qui ont été identifiées dans la cartographie. Merci beaucoup, Isabelle. Je trouvais très intéressant que vous souleviez le fait que les rôles et responsabilités des municipalités ont été amenés vraiment à changer. En fait, ils sont amenés à changer. Au fil du temps, ça rejoint beaucoup ce dont vous avez parlé, tout l'aspect des modèles de gouvernance, finalement, qu'il faut réfléchir, repenser peut-être et réadapter pour des villes plus résilientes dans leur diversité. Puis, les enjeux que vous avez soulevés rejoignent beaucoup ceux de vos collègues, encore une fois. Donc, je trouve ça intéressant, vraiment, la cohérence qu'on a pour le moment. Merci de votre présence, c'est vraiment très pertinente pour la suite. Et on va terminer avec Mme Lyde Bernier qui a déjà un peu parlé des priorités qui étaient ressorties lors du colloque en santé urbaine, mais qui peut peut-être réagir aussi un peu plus en détail maintenant sur cette cartographie qui a été présentée. Oui. Ben, en effet. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des premières leçons, des toutes premières leçons qui ressortent de notre colloque et qui vont être détaillées, évidemment, dans les actes du colloque qui sont en cours d'élaboration. Mais moi, je voudrais peut-être vous parler, à titre de directrice des services généraux et des partenariats urbains au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Alors, le CIUS du Centre-Sud, plusieurs, sinon tout le monde le sait ici, situé en plein cœur de la ville de Montréal, dont un des axes stratégiques de notre établissement, c'est la santé urbaine. Alors, nommément.
Et je pense que ça, c'est très important parce que lorsqu'on veut implanter quelque chose, lorsqu'on veut transformer un système, ça doit être porté par les hautes instances d'une organisation. Alors ça, c'est vraiment clairement dit. Le CIUS du Centre-Sud, outre son offre de services au travers de différents programmes cliniques et administratifs, est un établissement qui héberge également des directions qui ont une portée régionale, dont la Direction régionale de santé publique, la DPJ, et le CIUS du Centre-Sud a, lors de la dernière réforme, hérité de plusieurs dossiers régionaux, dont celui de l'itinérance, qui fait partie de ma direction, des organismes communautaires, des mesures d'urgence régionales. Alors, ce sont des services donc, que nous déployons au niveau régional. Quand je regarde les questions qu'on se pose aujourd'hui, d'abord, sous quelle forme prennent les enjeux de santé urbaine dans les actions de notre organisation, de mon organisation? J'ai une chose que je n'ai pas nommée, c'est les liens universitaires, parce que nous avons plusieurs centres de recherche qui sont hébergés au CIUS du Centre-Sud, dont le CRESP. Alors, comment ça s'inscrit dans les actions de notre organisation, la santé urbaine? C'est au travers des veines et des artères de chacune des directions. C'est très concret. Alors, évidemment, tout le fait de travailler avec les milieux universitaires, avec les centres de recherche, ça, c'est un élément qui est très important. Au travers aussi des politiques que nous élaborons. Alors, entre autres, tout récemment, et nous l'avons annoncé lors du colloque, nous avons élaboré une politique sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un cadre de référence sur l'approche de santé urbaine. Nous sommes impliqués auprès de différentes communautés, notamment le dossier pour les personnes autochtones. Alors, nous avons une responsabilité là aussi régionale d'animer et de travailler avec les autorités autochtones de la région de Montréal, en itinérance également. En santé urbaine, la psychiatrie urbaine, on l'a développée également au sein de notre organisation. L'hôpital à domicile en santé mentale, on a développé des services même en milieu hospitalier pour donner accès aux personnes plus vulnérables, entre autres une clinique, ça a été fait d'ailleurs avec l'Université de Montréal, qui s'appelle Dans ta ville. Alors, une clinique d'hygiène dentaire qui a été développée à l'hôpital Notre-Dame précisément. Donc, c'est de cette façon-là, dans ces différentes actions cliniques cliniques et administratives, je dirais, et de gouvernance qu'on déploie la santé urbaine. Lorsque je regarde ici le cadre conceptuel, moi, ce qui m'a frappé tout à l'heure, c'est que d'abord, tous ces axes-là, je les trouve très intéressants et très pertinents. Cependant, il y en a peut-être un qui découle d'une ville adaptée à la diversité et génératrice d'équité, mais moi, je le formulerais, peut-être que j'ajouterais un autre axe qui est celui de dire, des services, des soins et services adaptés aux besoins évolutifs de la population urbaine. Moi, c'est ce que j'aurais peut-être ajouté là, dans ce tableau, dans cette carte conceptuelle. Merci énormément, Liette, pour ce complément d'information par rapport aux priorités. Ça termine notre premier tour de table, mais moi, ce que j'ai entendu, ce que je retiens de ce premier échange, c'est vraiment le terme de la diversité. Tant la diversité au niveau des types de citoyens, on parle des inéquités sociales de santé, évidemment. On vient de mentionner là, le besoin d'avoir des soins, des services évolutifs selon les différents types de besoins, mais aussi la diversité des milieux. On l'a mentionné, la diversité, il n'y a pas qu'une ville, il n'y a pas qu'un centre-ville, il y a des quartiers avec des besoins spécifiques également. On a nommé aussi la protection des territoires agricoles. Puis moi, je suis très contente d'entendre ce genre de commentaires parce que la santé des écosystèmes et de nos territoires également est au cœur de la santé urbaine. Et puis, ça rappelle beaucoup les thèmes qui, moi, me
tiennent bien, bien à cœur, qui est vraiment cette notion d'une seule santé, là, de travailler à plusieurs échelles, mais vraiment de mettre en valeur ces relations étroites qui existent entre la santé de nos territoires, la santé des écosystèmes et la santé des individus, finalement, au final. Donc, merci pour vos interventions. On va passer au deuxième tour maintenant de discussion. Donc, cette fois-ci, vous savez, l'objectif de l'initiative en santé urbaine de l'Université de Montréal, c'est vraiment de développer des nouveaux maillages entre le milieu de la pratique et la recherche, donc entre le milieu académique. Il y en a déjà qui existent et c'est pour ceux et celles qui ont eu des expériences dans ces domaines savent que c'est parfois aussi, ça vient avec certains défis. Donc, j'aimerais entendre nos invités finalement sur les défis qu'ils entrevoient dans ce type de nouveaux partenariats, nouveaux projets vraiment de maillage entre la pratique et la recherche, et puis les opportunités. Et on ne va pas seulement parler de défis, on aimerait aussi vous entendre sur des solutions potentielles, peut-être que vous avez vécu avec d'autres projets ou que vous pourriez envisager pour surmonter finalement ces défis qui nous attendent. Donc, on va reprendre le même ordre de parole. On va commencer ici à l'extrême avec Madame Véronique Fournier. Merci. Le Centre d'écologie, on agit sur des questions d'aménagement mobilité, d'aménagement écologique, verdissement, démocratie participative et citoyenneté. Donc, on a des expériences de projets concrets, recherche pratique qui s'inscrivent dans ces champs-là. Et je vais en nommer deux en particulier. Un qui est actuellement en cours avec l'équipe de l'EPSUM, de l'École santé publique de l'Université de Montréal, avec l'équipe de Kate Follick, sur un projet qui s'appelle « Changer les règles du jeu ». Et l'idée, finalement, c'est de créer des rues écoles ou des rues ludiques, donc d'apaiser les abords des établissements scolaires pour favoriser la mobilité indépendante des enfants, mais également aussi, c'est ça qu'on se rend compte avec la recherche, un apaisement aussi en termes de bruit, de pollution des abords d'une école, et finalement de proposer d'autres modes de déplacement aux abords des écoles que l'auto-solo et le cercle vicieux, là, finalement, de l'insécurité routière qu'on a aux abords de nos écoles. Projet intéressant, mais qui soulève beaucoup d'enjeux. Il est à la fois financé par la Ville de Montréal dans le cadre de la politique de l'enfant, également avec des fonds de recherche de l'équipe de Kate. Donc, pour jumeler une intervention sur l'environnement bâti, mais également un projet de recherche. Quand on parle d'environnement bâti, on parle de temps long et on parle beaucoup démarchage, influence, processus réglementaire, médiation, communication, gestion aussi, si on peut dire, de l'acceptabilité sociale. Donc, ce volet-là est sous la responsabilité du Centre d'écologie en collaboration avec l'équipe. Et pour nous, ça soulève à la fois, je pense, une expérience très pertinente en termes d'innovation, de reproductibilité éventuellement, mais également, ça soulève des enjeux au niveau du financement parce qu'on est vraiment dans de la recherche et développement d'aménagement urbain ou d'environnement bâti auquel souvent les financements ne sont pas adaptés à ce temps-là de recherche et à tout en amont d'une intervention quand on touche à l'aménagement urbain. Ça fait peut-être 1 an, grosso modo, que l'intervention est sur le terrain, mais on parle de 1 an et demi, 2 ans de démarchage, de réglementation multipalier, là, municipale et compagnie, jusqu'au cas de la sécurité routière, etc. Donc, pour moi, il y a là un soutien, je dirais, de recherche et développement en aménagement urbain qui serait vraiment intéressant si on veut avoir des pendants de recherche communauté, université. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur Internet, changer les règles du jeu. On a une super capsule qui est vraiment hyper mobilisante pour le projet et très intéressante sur les résultats. Et l'autre projet, j'avance rapidement avec ça, on travaille sur un projet qui est Zone de santé financé par Québec Amis des aînés, avec lequel on a travaillé avec beaucoup de partenaires de la société civile, également de la recherche. Et l'idée, c'est vraiment de mettre l'établissement de santé au cœur de la santé de la communauté. Comment un établissement de santé peut aussi contribuer à la santé, donc à l'environnement bâti autour de sa communauté. Exemple, un centre hospitalier, un CHSLD, oui, il est sur son site, mais il a un rayon d'influence. Donc, comment on y accède en sécurité? On parle le vieillissement actif, on parle d'accessibilité universelle. Ça veut dire quoi se rendre, par exemple, dans un centre de santé si on doit traverser une artère à 8 voies, s'il n'y a pas d'îlot refuge, s'il y a des conflits d'usage de transport autour d'un établissement, comment aussi le design de l'établissement, finalement, percole dans la communauté et vice-versa. Donc, ce projet-là a fait l'objet d'une démarche de réflexion-action à la fois avec des acteurs de la santé et à la fois de la recherche
devant un défi quand même. On a fait ça pendant la pandémie, donc on aurait souhaité le faire aussi sur le terrain avec les usagers. Ça a été un peu moins le cas, mais on est très motivés parce qu'on devrait être en mesure, parce qu'on travaille à expérimenter avec 3 établissements du CIUS Centre-Sud à potentiellement lier l'établissement de santé dans sa communauté en termes d'aménagement urbain. Alors, pour moi, c'est des projets qui s'inscrivent en droite ligne, finalement, avec des partenariats communauté-recherche et dans ces 2 cas-là, municipalités qui sont des incontournables aussi de la mise en œuvre de ces actions-là. OK, donc je comprends que ça favorise les innovations puis le travailler ensemble, la collaboration finalement de différents partenaires. Oui, tout à fait. Avec un besoin du côté du temps à investir et des ressources. Je vous donne la parole, Jonathan. Merci. Ça marche. Donc, je vais essayer d'y aller là, vraiment précis là, sur des points. Là. Ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à tout ça. Donc, en fait, par rapport aux opportunités, moi, j'en vois plein. Là. Une des premières opportunités que je vois, c'est que quand il y a de la recherche ou des concepts qui vivent et tout ça, nous, sur le terrain, on est capable de faire évoluer ça auprès du politique, auprès de nos partenaires, auprès des citoyens. Fait que ça, c'est une opportunité pour moi qui est bien intéressante de lier la recherche au terrain, faire de la recherche-action. Donc, parce que nous, on va porter après ça ces argumentaires-là, on va s'appuyer sur ces connaissances-là. Si on fait partir de nous, on en fait un peu, mais pas au même niveau que les collègues de la recherche pourraient nous aider. Donc, pour moi, c'est vraiment une opportunité qui est vraiment intéressante dans les quartiers parce qu'ultimement, il va falloir que le politique porte ces concepts-là. Les connaissances, je pense qu'on de plus en plus, on les connaît, on les comprend, on les saisit. On sent qu'il y a eu un vent de changement dans les élections municipales. D'ailleurs, à ce sujet-là, on sent que c'est des gens qui veulent porter ces éléments-là parce que la pression est forte. Est intense, puis comme on dit, il est minuit moins une, notamment dans tout ce qui est accès et préservation des lieux de nature, notamment dans les zones urbaines. Donc, pour moi, c'est une belle opportunité qu'il y a là. On en fait, nous autres aussi, dans nos réseaux, notamment avec la table nationale des CDC et ou la Coalition montréalaise des tables de quartier, on en fait aussi de la recherche. Donc, il y a peut-être des fois des choses qui pourraient être partagées ou pourraient être utilisées aussi ou bonifiées. Donc, on a notamment mis sur pied l'Observatoire de l'action communautaire autonome dernièrement. Puis évidemment, là, on est dans les enjeux de ressources et de pérennisation de ces outils-là, mais c'est des choses qui existent quand même aussi dans nos réseaux. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu de la reconnaissance, de la légitimité, de la crédibilité aussi sur lesquels on doit travailler au quotidien, puis toujours être vigilant sur ces points-là. Par rapport aux obstacles, bien évidemment, on a un enjeu de partager la culture entre la recherche et le terrain. L'enjeu de temporalité aussi n'est pas le même, évidemment. Là. Donc, les attentes, en fait, je pense qu'il faut vraiment être en lien dans tout le processus. Puis juste le partage des cadres conceptuels, ça nous fait avancer. Fait il y a tout le temps moyen quand même dans le processus d'alimenter les connaissances puis pour que la pratique s'ajuste et évolue aussi dans le temps. Donc, il y a vraiment un enjeu de culture aussi à partager. Évidemment, tout ce qui est jargon, on a un jargon, nous autres, terrains qu'on utilise d'un quartier à l'autre, mais évidemment, le jargon, des fois, de la recherche, ce n'est pas nécessairement les mêmes mots. Fait que des fois, c'est un peu plus compliqué pour mobiliser. Puis évidemment, les objets de recherche, souvent, on reçoit beaucoup de demandes pour participer à des focus group, des réflexions, des sondages, des choses comme ça, mais ce n'est pas des questions de recherche qui ont été imaginées avec nous, qui ont été choisis avec nous. Donc, si on veut une appropriation puis une implication un peu plus ancrée dans les milieux, bien, il faut travailler ça aussi en amont avec nous. Donc, pour moi, c'est important qu'il y ait un lien tout au long des processus et évidemment aussi nous revenir vers nous suite à nos implications dans les projets de recherche, de nous tenir au courant un peu de l'évolution puis des résultats et tout ça. Donc, ça, c'est bien important parce que plusieurs fois on nous a demandé notre participation, puis après ça, on n'a jamais de retour de ça. Ça, c'est un peu plate. Fait que c'est vraiment important de garder le lien tout au long du processus. Et dès le début, d'après ce que je comprends. Oui, du début puis à la fin. Pendant. Merci. Je voulais mentionner, pendant que je pense, de préparer vos questions. On aura du temps pour les questions de l'auditoire à la fin de ce cycle d'intervention. Donc, préparez-les, étant donné que ce temps-là ne sera pas infini. Donc, merci, Jonathan. Et maintenant, je vais redonner la parole à Christiane. De belles choses qui ont été dites par mes collègues. Ce qu'on m'a partagé en termes de défis, en fait, c'est d'essayer d'avoir un langage commun. Est-ce que vous m'entendez? Un langage commun. Évidemment, chacun a sa lunette, chacun a ses expertises, chacun a ses objets de recherche.
Donc, ça sera de s'imaginer d'avoir de développer un langage qui nous permettrait de bien, d'avoir une amélioration là, des concepts, de mieux cibler nos rôles de partenaires. Puis j'ose même le dire ici qu'il faudra probablement intégrer ces notions-là dans la formation, le cursus académique de nos nouveaux étudiants, qui leur permettrait d'être en équipe plus multidisciplinaire, qui ont l'avantage de travailler plus ensemble. Et puis la notion de participation, évidemment, est cruciale parce que des fois, on se le fait dire, vous êtes dans votre tour d'ivoire, donc c'est vraiment de s'assurer d'avoir les gens du milieu qui s'expriment sur les besoins. La recherche fondamentale qui vient alimenter les politiques publiques, c'est sûr qu'il y a un très grand... il faut, pour arriver à répondre à cette question-là complexe qui est multidisciplinaire, il faut vraiment avoir des partenariats forts et bien identifiés. J'ai une dame qui a intervenu ce matin, identifier sur quels est les outcomes, qu'est-ce qu'on veut atteindre dans nos recherches. On veut améliorer la santé des individus, mais comment on le fait ou c'est comment on prend, de quel angle on le fait. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il y a des opportunités qui ont été... la COVID nous a amenés à travailler en partenariat. On a créé des aménagements rapidement pour que les gens puissent en profiter. Donc, je pense qu'il y a on peut le faire, il y a des opportunités actuellement. Donc, on a été capable de créer de nouveaux liens, de se faire connaître. Donc, il faut juste miser sur cette lancée-là pour poursuivre les alliances avec les gens qui sont intéressés à faire évoluer la santé urbaine. Merci. L'INSPQ a quand même un historique de collaboration beaucoup avec les universités. Donc, j'imagine qu'au niveau des solutions aussi à certains obstacles, vous avez une certaine expertise à partager de ce côté-là pour l'avenir. Donc, ça va être bien intéressant d'en discuter plus en profondeur cet après-midi. On va se tourner à ma gauche. On va réécouter Isabelle concernant cette question. Merci. Du côté des opportunités, je pense que les maillages sont quand même sont importants. Certains ministères là, dans la fonction publique québécoise ont davantage d'habitude de collaboration étroite avec le milieu universitaire. Je pense au ministère de la Santé avec l'INSPQ. De notre côté, c'est peut-être un petit peu moins présent, quoique tout aussi important. Donc, je pense qu'il y a des opportunités là, à développer puis dont il faut profiter pour s'assurer que nos politiques publiques là, sont basées, sont alimentées par la recherche, par des données. C'est rassurant quand même pour les intervenants là, du gouvernement de pouvoir s'appuyer sur ce type de données-là. On parlait de la COVID, mais le sujet lui-même de la COVID et la ville est une belle opportunité de recherche là, en aménagement du territoire pour voir comment on pourrait faire mieux dans des contextes comme ça. Sinon, dans les obstacles, pour nous, de façon très concrète, là, quand on travaille dans un ministère, l'année financière commence le 1er avril, se termine le 31 mars. Quand on met ça en parallèle avec les sessions universitaires, c'est un petit peu, ça pose des difficultés d'arrimage. Je n'ai pas vraiment de solution, cela dit, mais je pense que de juste en prendre conscience puis de travailler en amont, ça peut déjà être aidant. Un autre des obstacles auxquels on peut se heurter de notre côté, quand on a des besoins qui arrivent, qui peuvent surgir à travers différents dossiers pour lesquels on va avoir des besoins qui sont ponctuels et on ne sait pas vers qui se tourner. Il y a plusieurs universités, il y a plusieurs chercheurs, mais qui fait quoi? Quelles sont leurs spécialités? Pour nous, c'est une difficulté là, d'être capable de cibler sur des sujets qui sont pas... qui peuvent parfois être périphériques à nos domaines. Moi, je suis en aménagement, en urbanisme, mais il y a des choses qui sont, je pense aux matières dangereuses, par exemple, au changement climatique, ou des sujets qui font partie de cet univers-là pour lesquels on a moins de liens là, avec des partenaires de la recherche. Le fait les collègues l'ont abordé, mais de développer aussi un langage commun, je pense que ça fait partie
des obstacles ou en tout cas des difficultés qu'on doit surmonter là, pour parfaire ces arrimages-là. Langage commun, on a parlé beaucoup de ce besoin-là de travailler aussi en interdisciplinarité. Donc, j'ai l'impression que ça complexifie encore un tout petit peu plus cette recherche-là d'un langage commun, même au sein des chercheurs de différentes disciplines. Donc, quand on travaille en partenariat, c'est vraiment quelque chose, j'imagine, qui va être au cœur des solutions, en fait, de développer ce langage commun. Liette, de votre côté, je vous redonne la parole pour le dernier tour de parole, mais non le moindre. La belle perche du partenariat. Alors, écoutez, d'abord, moi, j'ai envie de dire en commençant que le CIUS du Centre-Sud a un historique important de collaboration avec les milieux universitaires, là, de par sa mission universitaire. Alors, donc ça, je dirais que c'est déjà un acquis, une opportunité à la fois. Si je reviens sur plus spécifiquement la santé urbaine, on dit l'approche de santé urbaine nous porte vers un mouvement rassembleur de toutes les parties prenantes. Donc, bien évidemment, quand on dit ça, pour moi, je vois nettement la collaboration avec les milieux universitaires. La santé urbaine, c'est une opportunité d'innovation, de revoir comment on exerce nos pratiques, comment on exerce notre gouvernance, comment on réfléchit à nos politiques locales et même plus largement que ça. Autant de champs où le milieu universitaire peut être impliqué. Moi, ça fait longtemps que je dis, je crois énormément au rapprochement entre le milieu de la recherche et de la pratique. Il y a des conditions. J'entendais mon prédécesseur tout à l'heure parler du feedback, comment c'est très important que le milieu de la recherche et de la pratique soit vraiment liés de très, très près. Dans les milieux de soins, de services, évidemment, on peut parler de laboratoire, mais on peut parler surtout de co-construire de nouvelles pratiques, donc de recherche, action participative où dès le départ, les universitaires sont présents. Moi, je pourrais vous dire que dès les premières semaines où on m'a confié le mandat du déploiement de l'approche de santé urbaine dans mon organisation, parmi les premières personnes que j'ai invitées, Carl Hardy-Dubois, tu te souviens, Carl Hardy, on s'est assis ensemble puis on a commencé à réfléchir justement à cet important sujet qui est l'approche de santé urbaine. Puis pour moi, c'était important que le milieu universitaire contribue à bien définir ce concept qui est l'approche de santé urbaine, à former la relève, développer les connaissances dans les différents champs possibles. Alors, en ce sens-là, j'y vois plein de sens. Alors, voilà, c'est ce que je dirais pour le moment. Merci. Merci énormément. Donc, si vous avez des questions, ça va être le temps de commencer à venir vers l'avant au micro pour ceux qui sont en présence dans la salle, de les poser ou pour ceux qui sont en ligne, de les mettre dans l'espace de clavardage. On va avoir quelqu'un pour les poser à votre place. Donc, on a déjà une question en avant. S'il vous plaît, juste vous présenter votre nom, votre organisation. Bonjour, je m'appelle Camille Plourde. Moi, je suis architecte paysagiste, donc je suis une praticienne de l'aménagement. Et vous avez beaucoup parlé, tout le monde ici, de recherche, donc de collaboration avec les milieux universitaires, de participation citoyenne, mais personne n'a parlé de firmes privées. Et puis, on sait un peu que c'est quand même les firmes privées qui se retrouvent au bout de la chaîne avec la charge de faire la conception et souvent l'exécution des projets d'aménagement. Et dans les firmes privées, on n'a pas cette expertise-là en santé publique, pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça, moi, que je fais ma maîtrise en santé publique. Donc, je me demandais comment vous voyez ça, ce pont-là à créer avec les firmes privées. Il y a quand même un gros fossé à combler à ce niveau-là. Donc, je lance la question à tout le monde. Je vois une petite main se lever. On peut commencer avec vous, Véronique. Oui, bien, effectivement, puis c'est un peu... tout à l'heure, j'ai peut-être un peu moins nommé, mais je pense que la réalisation des projets, quand on parle d'aménagement ou architecture du paysage, qui font l'objet de l'intervention en santé urbaine, finalement,
Pour moi, il y a une grande complexité à ces projets-là, puis ils doivent faire partie de l'équation quand on parle de la santé urbaine. Puis je pense que la préoccupation des firmes privées, elle est tout à fait juste puis pertinente dans la question parce qu'on sait que ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. 7, 8 ans et plus là, quand on parle d'aménagement. Et je ne sais pas quel peut être le mécanisme, mais c'est sûr que je ne veux pas ramener ça à une question de financement non plus, le lien entre la réalisation des projets et la santé urbaine. Mais c'est sûr que si on veut soutenir l'intégration autant d'OBNL qui font des projets que des firmes privées qui font les projets et qui les conçoivent, le temps de développement puis de conception, de partenariat, il doit y avoir une manière de soutenir les organisations pour le faire. Puis, et ça inclut aussi le développement des compétences des professionnels qui vont mettre en œuvre ces projets-là et qui vont aussi intégrer les préoccupations. Je nommais l'exemple de zone santé qui va être sur une démarche, par exemple, d'urbanisme participatif. Ça veut dire qu'on va asseoir autour de la table des professionnels du design, de la ville, de l'établissement, les citoyens, les usagers. Les processus, ça demande un temps, puis ils font partie de l'intervention en santé urbaine. Et à mon sens, des firmes privées ou des OBNL doivent avoir la capacité d'être autour de la table pour réaliser ces démarches-là. Et moi, je trouve que c'est une intervention qui est très pertinente lorsqu'il s'agit de santé urbaine parce que l'intervention, c'est la conception et la réalisation de l'action au final. Donc, si je comprends bien, là, quand on parle de recherche, de maillage, recherche pratique, le privé devrait être invité à la table comme partenaire, finalement, de projets de recherche. Oui, certainement. Puis, sur un tout autre exemple, on travaille sur un projet de mutualisation d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie. On a des ressources limitées là, comme société pour agir, par exemple, sur l'adaptation au changement climatique, mais ce n'est pas vrai qu'on va construire une infrastructure grise, une verte, une ruelle, une rue. On est capable de penser à faire des infrastructures qui ont une multifonctionnalité, qui ont une mutualisation, mais qui ont une grande complexité de conception puis de réalisation à tous les points de vue, autant au niveau technique, de gouvernance financière, d'entretien, de mobilisation. Et là, c'est un autre exemple, je pense, d'importance de la recherche, du maillage avec la pratique et des firmes privées et même des propriétaires des infrastructures, que ce soit la municipalité ou un privé, le bâtiment, etc. Donc, si on veut jouer sur la question de l'environnement urbain, pour moi, c'est des acteurs incontournables aussi autour de la table. Merci. Christiane, êtes-vous d'accord avec ça? Ben oui. Oui, tout à fait. Puis, nous, on croit beaucoup à la démarche d'évaluation d'impact sur la santé qui nous permet justement d'identifier nos acteurs et nos zones dans la planification. Puis, on a beaucoup réfléchi, nous aussi, de dire, bon, on fait beaucoup de production, puis comment on peut atteindre, au-delà de notre client cible, qui est les intervenants de santé publique, au-delà de ça, dans le milieu municipal et ceux qui conçoivent, qui sont des consultants qui conçoivent aussi les milieux, on est en train on fait des productions qui essaient d'inclure, on appelle ça les opus, on inclut les concepts d'aménagement avec des concepts santé. On essaie de les vulgariser pour leur permettre d'avoir des outils qui peuvent justement inciter à penser à des structures qui améliorent la santé des individus tout en ayant une conception, un aménagement requis. Donc, mais il y a du travail encore à faire et puis du transfert de connaissances dans ce sens-là. Parler d'évaluation parce que c'est ce que je me disais aussi, on conçoit beaucoup par intuition, puis on se base sur des précédents ou des bonnes pratiques, mais c'est un avis très subjectif. Puis, pendant qu'on fait de la recherche, les projets vont à une vitesse folle, on en construit des tonnes et des tonnes par année. Donc, il y a comme un décalage de vitesse, puis c'est sûr que si on pouvait mettre de l'évaluation, des bonnes données traduites en bons principes, ce serait l'idéal, mais bon, J'ai une experte ici de l'organisation qui serait mieux que moi pour en parler un petit peu plus. Oui. Merci pour vos réponses. Il y avait M. Jonathan qui voulait ajouter. Rapidement, c'est vraiment une super question. J'avais même noté pour en parler là, par rapport au privé. Dans le fond, notamment par rapport, je vais y aller avec l'angle que moi je connais, là, par rapport au communautaire et développement social. C'est sûr qu'on travaille avec le privé, ce n'est jamais si naturel que ça pour nous. Là. Par contre,
il y a deux choses là-dessus. Ben, mettons Pointe-aux-Trembles, là, avec la cohabitation qu'on a avec les industries lourdes, donc, il y a l'Association industrielle de l'Est de Montréal qui sont partenaires dans nos démarches de quartier. Donc, il y a certains partenaires de ces industries-là qui participent dans les réflexions de quartier. Notamment, je pense à Valero, qui est un terminal pétrolier dans l'Est. Ils contribuent ils ont une responsabilité sociale aussi. De plus en plus d'entreprises veulent travailler sur cet aspect-là, fait qu'ils contribuent activement dans différents de nos projets. Puis, nécessairement que ça les sensibilise aussi sur les bonnes pratiques en durable, notamment. Mais il y a plein de choses qu'on pourrait faire dans le détail. On a rencontré à un moment donné des propriétaires privés de logements pour les faire réfléchir sur le cadre bâti, tout ce qui était. On était beaucoup dans l'enjeu de la qualité de l'air, oui, environnante, mais aussi dans les logements. Il y a plein de choses quand même qui se font avec le privé. Mais moi, c'est plus le côté prescription musclée là, entre la ville puis le privé, puis ce qu'on doit faire pour le quartier, pour que le quartier soit, qu'on espère une santé plus pérenne dans le temps. Donc, il y a des enjeux qu'on doit travailler, mais ultimement, il n'y a rien qui empêche les entreprises privées, notamment en aménagement, d'adopter des bonnes pratiques, puis de se doter des cadres de référence. Puis après ça, ça devient des entrepreneurs avec lesquels on veut travailler. Sinon, il y a des modèles de gouvernance différents qui existent. On travaille avec la Société de développement Angus. On ne sait pas que ce n'est pas du privé, c'est un OBNL. Il joue dans les grandes ligues, mais au niveau de l'aménagement et de l'intégration des projets qu'ils développent, il y a une réflexion de plus qui est amenée dans le développement des projets. Puis pour nous, c'est des partenaires privilégiés avec lesquels on travaille. Ils s'impliquent dans la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Ils nous impliquent dans la démarche. Ils ont un aspect, ils ont une mission, ils ont des valeurs à mettre de l'avant dans leur développement. Donc, il y a quand même des avancées qui se font. Puis les tables de quartier sont un endroit intéressant justement pour partager les différents acteurs, en fait, par rapport à l'aménagement puis au projet qu'on fait. Merci. Rapidement, je pense qu'Isabelle, vous vouliez réagir, puis on a une autre question en attente. Oui, juste en complément, je pense que dans la commande publique, il y a aussi une responsabilité qui incombe aux donneurs d'ouvrage, aux municipalités dans leur rôle de planificateur qui, elles, ont à identifier ce qui est important dans chacun des projets. Puis pour ça, elles ont différents outils d'urbanisme pour leur permettre de traduire leurs préoccupations en aménagement et ces préoccupations-là ensuite peuvent être prises en compte par le privé là, dans des contrats. Je voulais juste ajouter ce complément. Merci Isabelle. On peut passer à la prochaine question. Monsieur Kaiser. Oui, parfait. David Kaiser, médecin à la Santé publique de Montréal. Alors, dans ce qui a été nommé ce matin et ce qui est fondamental à la conception même de la santé urbaine, c'est la population. Alors là, on est, Liette me voit venir, on est entre nous. Il n'y a personne ici qui est là comme simple citoyen. On est des représentants d'institutions, d'organisations. Alors moi, une question que j'aurais pour vous, c'est le citoyen au centre de ces questions-là, comme représentant d'institutions, d'organisations qui ont beaucoup de compétences, connaissances, mais aussi de privilèges, de pouvoir. Qu'est-ce que vous êtes prêt à offrir aux citoyens? Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour partager ce pouvoir-là et pour remettre ou pour ramener le citoyen à avoir une agency, un pouvoir sur son environnement? Alors, voilà, c'est ma question. Merci. Question pas facile qui revenait aussi dans les priorités identifiées. Comment mieux impliquer les citoyens dans la décision et dans les actions? Qui veut commencer? Madame Miette? J'y vais spontanément. Le citoyen d'abord et au début avec nous. Alors ça, c'est la première chose. Pour moi, effectivement, se rassembler autour de la santé urbaine, puis impliquer effectivement la recherche et les autres intérêts, je pense que le citoyen doit être là d'abord et avant tout. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner? Je pense que le citoyen va nous aider à définir ce qu'il a besoin.
au travers des différents dossiers, des différents processus qu'on va faire avec lui. Mais pour moi, c'est incontournable et qu'il le soit dès le départ. Tout à l'heure, on parlait effectivement du privé. Dans certains cas, je pense que c'est tout à fait essentiel qu'il y soit dès le départ aussi. T'sais. Alors, quand on parle de partenariat, ça, à mon avis, c'est incontournable. Merci beaucoup, Mme Bernier. Oui, allez-y. Moi, je reviens un peu à quand je regardais la cartographie, le lien entre l'engagement et la gouvernance. Parce qu'on peut demander aux citoyens de s'impliquer ou d'être présents. Je pense que le parler bon, c'est pas sa vie professionnelle être un citoyen dans son quartier, c'est sur la part de besoins, d'insatisfaction, parfois, souvent, qui va avoir un levier de mobilisation, d'aspiration pour son milieu de vie. Puis, on ne peut pas reposer que sur l'action individuelle d'un citoyen à s'engager. Et ça demande une reconnaissance de la part des institutions, qu'elles soient de santé municipale au BNL, à mettre des conditions qui vont réellement permettre la participation. Et par condition, par exemple, ça peut être des projets de formation, d'éducation populaire pour faire en sorte que les gens se familiarisent avec les mécanismes de participation qui sont déjà existants, mais ça peut être également aussi, une fois qu'on a des citoyens, par exemple, qui sont, peut-être je reviens un petit peu en arrière, la participation, elle va à différentes échelles. Ça va aller de l'information à de la sensibilisation, à de la codécision, par exemple. Et si on va, par exemple, jusqu'à de la codécision, il faut être prêt à dire qu'un citoyen qui s'engage, on va mettre des conditions pour qu'il puisse y participer. Est-ce que c'est le service de garde, des horaires adaptés, des réels objets de consultation également? Et pour moi, l'engagement citoyen n'existe pas seul. On fait un peu le parallèle en environnement. C'est pas vrai qu'on va faire des changements juste avec des actions individuelles. Il doit y avoir des conditions d'action collective. Et pour moi, je vois ça comme un enjeu quand même qu'on devrait avoir comme société dans notre radar, que je pense qu'elle s'effrite ces mécanismes d'action collective de décision. Si on pense, par exemple, dans le contexte de la santé, bon, on a délocalisé certaines décisions. Ça pourrait être dans d'autres mécanismes aussi. Donc, je pense que la démocratie, elle a un coût en termes d'efforts, de volonté, d'action. Et il faut être prêt, comme société, à mettre ces conditions-là si on souhaite que les citoyens soient au rendez-vous. Et ça ne veut pas nécessairement dire autour d'une table d'un conseil d'arrondissement, ça peut être sur le terrain, ça peut être dans des organismes, mais il faut être capable de le reconnaître si on veut vraiment arriver à de la participation. Oui, merci. Excellent point. Vous l'aviez dit plus tôt, même pour les organismes communautaires, il y a un coût de participer aussi à des projets en partenariat avec la recherche. Ça prend du temps, ça prend des ressources. Bien, il y a un coût pour le citoyen, qu'il soit en temps, ressources ou autre, là, qui va s'accompagner avec cet engagement. Vous vouliez ajouter, Jonathan? Oui, en fait, par rapport à la question de la participation citoyenne ou de l'implication du citoyen, là, c'est une question qui nous obsède de jour et nuit. Là. Puis, en fait, c'est sûr qu'il faut relativiser nos attentes par rapport à ça. C'est extrêmement difficile de rejoindre une masse critique de citoyens qui va venir comme valider un peu nos démarches et tout ça. Aussi, en même temps, on est tous citoyens. Fait qu'on dont je pense à quand on fait nos travaux dans nos quartiers, des gens dans les organismes communautaires, des employés ou bien les usagers des organismes communautaires, c'est des citoyens des quartiers qui ont la chance d'être mobilisés à travers leur organisme et tout ça. Donc, ils font partie prenante, ils sont au cœur de nos activités, de nos actions de réflexion. C'est clair, comme Mme Bernier disait, des fois, je pense qu'on a toute l'intention de plus en plus de faire une étape supplémentaire par rapport à ça, mais on est loin dans le processus souvent. T'sais, les citoyens, on a travaillé un budget participatif dans le quartier Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles avec le Centre d'écologie urbaine. Ils ont jasé pendant 6 mois avec la ville. Après ça, j'ai été invité. Fait que les citoyens, là, c'est comme 1 an plus tard. Fait que il y a comme ça qui est difficile à partir puis à intégrer. On en est tous conscients. Par contre, le parc de la Traversée dans la Pointe-aux-Trembles, qui est une ancienne emprise ferroviaire qui était comme un peu abandonnée, les citoyens se sont mobilisés, ont demandé à la ville de travailler sur ce projet-là. Puis maintenant, le projet est réalisé à 100%, 5 km piétons, vélo, avec des stations culturelles puis de détente. Donc, c'est vraiment puis il va être nommé REV là, dans Pointe-aux-Trembles
ce 5 km-là d'ancienne emprise ferroviaire, mais qui a été travaillé dès le départ avec l'équipe d'urbanistes de l'arrondissement, la CDC, l'écoquartier et un groupe de citoyens qui étaient fortement mobilisés autour de ce projet-là. Donc, puis le succès de ce projet-là, c'est dès le départ. Les gens ont été vraiment impliqués, ils ont nommé le besoin, on a fait un paquet d'affaires pour vraiment mettre ce sujet-là au cœur des priorités politiques de l'arrondissement. Puis maintenant, c'est une super belle réalisation. Donc, on en a des succès, on en a des bonnes pratiques, puis il faut juste continuer à s'inspirer là-dessus et que les organisations soient vraiment ouvertes d'esprit par rapport à tout ça, à toute l'implication citoyenne, parce que ça va dans tous les sens. C'est ça qu'ultimement on souhaite, mais c'est du sport, c'est du sport accompagné tout ça. Fait qu'il faut que nos attentes aussi soient quand même réalistes aussi dans tout ça. Là. Merci. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va prendre la dernière question. Oui, bonjour. Alors, c'est une question qui nous a été posée en ligne. Dans le fond, il y a 2 volets à cette question, puis elle s'adresse à tout le monde. Donc, on part du constat qu'on a parlé aujourd'hui beaucoup des déterminants de la santé urbaine. Et donc, une première question qui est finalement la santé urbaine, est-ce qu'il s'agit d'un processus, d'un état, d'une approche? Donc, c'est une question assez large. Et ensuite, en deuxième question, ça serait, dans le fond, pour un praticien, qu'est-ce qui ferait qu'un milieu pourrait être qualifié de milieu en santé. Voilà. Merci. Donc, peut-être, si vous voulez répondre à une seule de ces 2 questions, c'est correct aussi. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc on va essayer d'avoir des réponses brèves. Qui voudrait commencer? Donc, d'une part, c'est quoi finalement la santé urbaine? Est-ce que c'est un processus ou une approche ou quelque chose d'autre? Personne ne veut se lancer. Je vois Mme Bernier, là, vous avez le goût. J'allais dire que toutes ces réponses sont vraies parce que, en quelque part, c'est sûr qu'une approche, ça fait appel à des façons de faire, des pratiques. Un processus, ça fait appel à un cheminement avec les parties prenantes. Puis un État, c'est effectivement, on cherche à ce qu'une population soit en santé dans ce milieu urbain. Alors, c'est pour ça que je disais, mon Dieu, c'est vraiment en lien avec ces trois affirmations-là, pour le moment en tout cas. C'est ce que je vois. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter là-dessus ou peut-être sur la deuxième question qui touchait aux praticiens finalement? Qu'est-ce qui peut aller chercher en santé urbaine? Dans le fond, ce qui me vient à l'esprit, c'est la finalité, c'est le résultat. On veut des garanties, on veut du concret qu'on sait que ça va durer dans le temps. On veut des engagements clairs des décideurs et ultimement des concepteurs. Et ça nous prend des garanties maintenant sur les nouvelles orientations au niveau de l'aménagement, ces choses-là, ça prend des lois plus musclées, il faut qu'on vienne accompagner ce qu'on met en place et ce qu'on réfléchit. Là. Donc, je suis vraiment, c'est vraiment ça qui m'anime par rapport à cette question sur la santé urbaine. Madame Thibault, je vous vois hocher de la tête. Vouliez-vous ajouter quelque chose sur ce sujet-là? Non, mais je réfléchissais au processus. J'avais le schéma de Yann en tête qui était lié. Mais non, c'est une question complexe, mais je suis tout à fait d'accord avec l'approche de Mme Bernier. Sinon, le propos ici qui a été soulevé, c'est totalement ça. C'est vraiment des orientations, des politiques qui vont nous permettre justement que ça percole jusqu'aux praticiens. Avec des bonnes orientations, évidemment, n'empêche pas les initiatives plus précises, mais quand même des orientations et des politiques qui nous permettraient d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Oui, très bien. Merci. Dit. Je pense qu'on va s'arrêter. On aurait du temps pour une autre question à ce moment-là. On a un bonus de temps de la part de Juan, donc si quelqu'un avait une autre question, je vois quelqu'un qui s'approche au micro. Là, je ne sais pas combien de temps on a, mais je trouvais ça intéressant d'avoir sur le panel différents milieux, milieu institutionnel, de l'encadrement, de communautaire, etc. Et puis j'aimerais ça nous amener vers les questions d'exemplarité. Puis comme la recherche souvent amène le changement, pour chacune de vos organisations, quelle sorte de recherche amène du changement?
vers la santé urbaine, naturellement. Donc, quelle sorte de recherche? Encore une fois, au niveau des méthodes, hein, ça rejoint un des thèmes qui était soulevé. Pas une question facile, encore une fois. On peut commencer des débuts de discussion là-dessus, mais peut-être poursuivre aussi plus tard autour des tables de discussion. Oui, Isabelle. Bien, spontanément, ce qui me vient en tête, c'est toute la question des modèles d'aménagement et de leur impact sur la santé. Il y a de l'information qui vient des États-Unis, de l'Europe sur ces questions-là, mais on n'a pas de données québécoises, on n'a pas de données canadiennes sur ça. Donc, pour moi, c'est un des éléments qui mériterait d'être exploré. Merci. Oui, Véronique. Dans le même sens, parce qu'il y a la recherche qui soutient la transformation sociale, donc qui peut appuyer aussi du plaidoyer sans nécessairement orienté ou en tout cas dans une recherche qui a déjà un parti pris. Mais je prends un exemple qui fait référence aussi aux données. Un organisme avec qui on travaillait, le Center for Active Transportation à Toronto, ont été la première organisation avec l'Université Ryerson à faire une étude des impacts économiques de l'implantation d'une piste cyclable sur une rue centrale, là, sur la rue Bloor à Toronto. Cette recherche-là, elle a été menée avec plusieurs, l'Université Ryerson, mais d'autres acteurs, la santé publique de Toronto, la ville, etc., avec différents volets, donc très recherche plus pure, si on peut dire, et peut-être aussi de l'évaluation des aménagements. Et par la suite, elle a été reprise par les organisations de la société civile, notamment Center for Active Transportation, le Centre d'écologie urbaine également, pour démontrer, puis le vulgariser, le mâcher, le développer en connaissances qui font qu'on est capable d'avoir aussi une contribution au débat public sur ces enjeux-là, mais qui est appuyée de manière solide par une première recherche exploratoire. Et on se dit, bien, on pourrait faire ce type de recherche-là, que ce soit à Montréal ou à Québec, ou au Québec, et générer des données qui sont propres à notre territoire, qui risquent d'aller dans le même sens que les conclusions. L'étude de TICAT, elle rejoint ce qu'on connaît dans la littérature, mais elle est devenue significative pour les acteurs qui, par la suite, mènent ces changements-là, qu'ils soient dans les institutions, dans la société civile. Donc, une recherche qui permet d'alimenter du plaidoyer à partir d'un contexte qui reflète nos préoccupations comme société québécoise, si on le met sur notre territoire ou montréalais. Pour moi, ça, c'est vraiment des grands leviers de développement qui permettent aussi de franchir la barre l'espace du débat public et de la conversation collective sur les changements qu'on doit faire en faveur de la santé urbaine. Donc, de s'inspirer aussi de travaux majeurs faits ailleurs, mais de les réactualiser en fonction des préoccupations des Québécois et Québécoises. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait ajouter? Je pourrais juste... vas-y, Christiane. Oui, allez-y, Christiane. En fait, toute étude qui permet d'évaluer le coût et les coûts et l'efficacité d'une action qui permet justement à un décideur d'avoir leur juste sur l'impact réel de santé avec le coût associé. Je pense que c'est ce qui manque un peu plus là, dans nos études actuellement. Petit dernier mot, Isabelle? Oui, non, je voulais juste compléter l'idée, puis c'est ce que Véronique disait aussi, tu sais, l'intérêt d'avoir de la donnée produite au Québec ou au Canada quand vient le temps de convaincre nos décideurs, c'est plus, en tout cas par expérience, d'essayer de convaincre des élus de municipalités québécoises d'agir, quand on peut leur donner des données, quand on peut comparer avec d'autres municipalités au Québec, c'est beaucoup plus convaincant que quand on parle de ce qui se passe en France, par exemple, où là, les réalités sont bien différentes et tout. Là, donc, c'était pour compléter. Merci. Merci pour la question. Là, je pense qu'on a fini notre temps. Donc, pour conclure, avant de donner la parole, Michel, on a vraiment entendu une diversité de perspectives, mais en même temps, il y a plein de choses communes, des enjeux communs qui sont ressortis des discussions. Puis c'est que le début, hein, donc il faut voir ça comme le début d'une suite. On va poursuivre cet après-midi et dans d'autres événements qui suivront également. Donc, merci à vous 5 pour votre participation à la table ronde. Oui, merci au nom de tous. Là, je voudrais remercier Véronique Fournier, Jonathan Roy, Christiane Thibault, Isabelle Boucher et Liette Bernier. Merci beaucoup, Cécile, pour cette modération qui était impeccable.
Merci aussi Yann et Sébastien, donc Yann Kesten et Sébastien Laure ce matin pour la présentation là, qui nous a vraiment éclairés.